Demain, 30 juin, en principe et en toute logique, la Grèce ne pourra pas honorer ses engagements vis-à-vis du FMI, donc elle sera en cessation de paiement ou en défaut de paiement plutôt. Deuxième échéance prévue pour le 30 juin, la signature du traité relatif au dossier nucléaire iranien, dossier civil, mais avec en arrière-plan la question de la dotation par l'Iran d'une arme nucléaire, ce qui ne plaît pas à ses voisins régionaux, l'Arabie Saoudite et Israël surtout. Commençons par le dossier iranien qui n'a pas l'honneur d'être au premier plan, au premier rang des préoccupations de nos concitoyens, mais qui n'en est pas moins important. La conclusion, c'est-à-dire la signature d'un accord, est reportée de quelques jours, suite d'ailleurs aux exigences et à la surenchère dans les exigences de M. Fabius, qui à la fois joue son rôle et remplit sa mission d'être le monsieur déloyal de l'affaire. Vous savez, dans ce type de négociation, au moment où on est prêt d'aboutir, on fait reculer un peu plus l'horizon, on émet des exigences supplémentaires, des exigences qui mettent l'interlocuteur, en l'occurrence Téhéran, le dos au mur. Or, comme tout le monde veut aboutir, on finit par faire des concessions de dernière minute que l'on n'aurait jamais accepté, même d'envisager en début de négociation. Le but de la manœuvre, d'ailleurs, étant non pas de ne pas signer, puisque les États-Unis et surtout la Maison-Blanche veut très fortement que cet accord aboutisse, mais c'est d'obtenir le maximum de concessions et de mettre sur ce dossier l'Iran sous tutelle autant qu'il est possible, en exigeant des contrôles, des limitations et autres. Et puis il faut bien penser que dès lors qu'on tiendra l'Iran en lisière sur son dossier nucléaire, on le rattache, on l'arrime au grand navire, à la grande nef occidentale ou occidentaliste, et à partir de là, on laisse également l'Iran s'enliser dans le bourbier irakien. Naguère, ce sont les Américains qui s'en sont tirés, vous savez, comme l'avait dit Scott Ritter, un ancien des services de la CIA et du Mossad. L'Amérique quittera l'Irak la queue entre les jambes, eh bien, on voudrait que les Iraniens s'y embourbent et s'y épuisent. Je pense que là, ça fait partie de la grande stratégie américaine. On négocie d'un côté, on ligote un peu l'Iran on limite, on bride son programme nucléaire, qui est essentiellement un programme civil d'ailleurs, puisque si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, ce serait une arme essentiellement psychologique, mais qui sanctuariserait son territoire. Et de l'autre côté, on laisse l'Iran s'embourber dans le chaos irakien. Deuxième grand dossier, et qui est au premier plan de nos préoccupations, nous en tant qu'Européens, enfin Européens en tout cas, membres de l'Union européenne, c'est la Grèce. La Grèce ne peut pas payer le FMI. La Grèce demande un délai de grâce. La Grèce, qui fait le grand écart entre les exigences de Mme Merkel, qui apparaît comme le véritable patron de l'Europe, et les exigences des technocrates de Bruxelles, la Grèce veut consulter sa base, enfin le gouvernement grec, qui est un gouvernement on ne sait pas très bien, souverainiste d'extrême gauche ou d'extrême gauche souverainiste, veut consulter sa base par référendum. Évidemment, resco referens, il n'y a rien de plus horrible que ça. Lorsque, je crois, l'Irlande voulait consulter sa population sur l'avortement, mais enfin depuis, les choses ont été normalisées, si je puis dire. De l'eau a coulé sous les ponts. Madame Cresson avait dit que c'est pas très grave s'il y a un référendum en Irlande.
si les Irlandais votent mal, on les fera revoter. Mais là, nous sommes pressés par le temps. La Grèce est un mauvais exemple. Le FMI ne veut pas faire de discrimination. La Grèce doit être traitée comme un vulgaire Burundi, ou un vulgaire État failli que l'on met en redressement, non pas judiciaire, mais en redressement financier. C'est ce qu'on appelait autrefois des plans d'ajustement structurel. C'est de la logique purement comptable, purement bancaire. On fait crever le pays de faim, mais on rétablit, soi-disant, on assainit les finances, c'est-à-dire qu'on paye les dettes aux banques. C'est essentiellement ça, et tout le monde le sait. Ça devient, en ce qui concerne la Grèce, un secret de polichinelle. D'ailleurs, fut un temps, il avait été question de dénoncer une partie de la dette grecque, comme a fait l'Islande, comme des dettes scélérates. Mais ça, les Grecs qui se sont crus très malins, je parle de M. Tsipras et M. Varoufakis, son ministre des Finances, ne se sont pas engagés sur ce terrain glissant, mais qui est un terrain de la souveraineté aussi bien. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir jouer finement et jouer finaux avec Bruxelles, et ils sortent de leur bras de fer assez fatigués, épuisés et somme toute relativement perdants. Monsieur Varoufakis et monsieur Tsipras, son patron, ont cru qu'ils allaient pouvoir s'en sortir. Là, ils ont trouvé un faux fuyant, la consultation. Je reviens à mon exemple, la consultation au suffrage universel, mais évidemment personne n'en veut. Il est bien clair que quand le peuple se prononce, le peuple ne se prononce pas comme il faut. Donc le summum de la démocratie, c'est de ne jamais consulter le peuple. On a vu ce que ça a donné en 2005. Les Français sont prononcés à 55% contre le projet de traité constitutionnel européen. On leur a refourgué par la bande, merci Monsieur Sarkozy. Mais un référendum était prévu à la même époque, dans les mois qui suivaient, en Pologne et au Royaume-Uni. Les deux référendums ont été annulés, puisqu'il y avait eu également, avec le précédent français, celui de la Hollande qui s'était prononcé contre. Donc surtout, en bonne et saine démocratie moderne, soviétisée, si l'on peut dire, façon Bruxelles, il n'est pas question que le peuple se prononce. Or, ce dont il est question, c'est de réimposer à la Grèce une cure d'austérité. Mais là, les Grecs n'en peuvent plus. Ils ont déjà eu 5 ans de cure. Ça a démarré aux alentours de 2011. Ils sont exsangues. Et c'est vrai que si on veut relancer l'économie, ce n'est pas en vidant les bourses de tout à chacun. Surtout que ce sont toujours les mêmes qui payent et toujours les mêmes qui souffrent. Monsieur Tsipras fait le grand écart. Sans doute va-t-il organiser son référendum, mais je pense que les autorités bruxelloises lui feront payer. Il y a non pas une issue, mais il y a un aspect du dossier qui est peu envisagé. Monsieur Tsipras s'est rendu il y a peu de temps à Moscou et on lui a tout à fait ouvertement offert de s'inscrire dans un de ces grands marchés communs eurasiatiques qui sont en train de se constituer. Il y en a plusieurs modèles, des formations plus réduites, plus larges. Et là, il ne faut pas négliger cette hypothèse, et c'est ce qui effraie les gens de Bruxelles, ou les euro-atlantistes, ce que j'appelle les euro-atlantistes, puisque ce cas de figure signifierait que la Grèce se détache de l'Union européenne, sorte effectivement de l'euro, même si elle crée des sortes d'assignats, relance son drachme dans les jours qui viennent, pourquoi pas, c'est tout à fait possible, dévalue sa propre monnaie. Là, ce cas de figure est tout à fait envisageable, mais surtout, la Grèce pourrait, en tant que nation orthodoxe et religieuse, pourrait se rattacher au grand bloc orthodoxe qui existe au nord et à l'est, à savoir la Russie. Ne jamais oublier ce qu'aucun commentateur ne vous dira, que la théorie du choc des civilisations de M. Huntington, non seulement définit un bloc unaire musulmane, islamique, arabo-musulmane, mais défini par opposition au bloc de la romanité, dans lequel il faut inscrire à la fois les anglicans et les luthériens, qui ne sont pas très éloignés de l'Église catholique, quoi qu'on en veuille et quoi qu'on en pense. Eh bien, de l'autre côté, il y a un bloc qui n'est pas le bloc des Slaves, mais qui est le bloc de l'orthodoxie. Et ça fait partie aussi du choc des civilisations.
qui nous dit qu'à la suite de la Grèce, on ne verra pas un pays tenté par l'aventure comme la Serbie. Pourquoi pas? Et donc la Grèce est un pays balkanique, la Serbie est orthodoxe et balkanique, et a toujours eu des liens très forts avec la Russie. Donc là est peut-être l'argument le plus fort pour M. Tsipras. Mais M. Tsipras aura-t-il l'estomac, les tripes, pour franchir le Rubicon et à un moment donné ne pas caler. Ce qu'espèrent les gens de Bruxelles, et j'en termine ici, c'est que M. Tsipras va jeter l'éponge, acceptera de vendre une nouvelle cure d'austérité à la Grèce. Ceci étant dit, il y a peu de chances que les Grecs eux-mêmes acceptent, une fois de plus, de se soumettre, de coopérer à leur propre servitude. Et donc de participer, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, de participer et d'accepter et de cautionner et de légitimer leur propre éreintement. Nous sommes dans un cas de figure sur fond de tensions européennes, avec l'OTAN qui dépêche plusieurs milliers d'hommes, 1500 hommes, mais des centaines, plus de 500 chars Abraham à la frontière russo-polonaise, où ces équipements et ces personnels tourneront dans les pays baltes. Mais nous sommes bien là sur une toile de fond d'un regain de tension dont on doit tenir compte, et comme nous l'avons déjà dit, qui pourrait trouver un dénouement catastrophique, non pas une guerre mondiale, mais un dénouement catastrophique pour l'Europe d'ici la fin de l'été.